Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre une fois de plus sur ce numéro de Grand Angle. La question est assez brûlante pour rassembler autant d'invités que je vais vous présenter. Il s'agit de la situation vécue au Gabon, le phénomène des crimes rituels. Vous savez, le 11 mai prochain, une grande marche contre les crimes rituels va être organisée dans la capitale gabonaise. Il y a quelques semaines, une association, le collectif des femmes contre les crimes rituels, avait demandé au ministère de l'Intérieur de pouvoir marcher sur la capitale, dans la capitale gabonaise. Cette demande avait été refusée. Quelques jours plus tard, la première dame de la République, Madame Sylvia Bongo Ondimba, avait elle aussi introduit une requête au ministère de l'Intérieur pour pouvoir organiser une marche contre les crimes rituels. Cette requête, elle, avait été acceptée et finalement, le ministère de l'Intérieur a autorisé la marche du collectif des femmes contre le crime rituel. Nous allons discuter de cette situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au Gabon et qui noircit les canards. Avec moi, j'ai plusieurs invités, vous allez les voir tout à l'heure. Madame Djomba Aminata, épouse Ondo, qui est membre du collectif des femmes contre les crimes rituels. Madame, bonsoir. Bonsoir. J'ai commencé par les dames. Et puis le monseigneur Patrick Nguema Edou, qui est vicaire général de l'archidiocèse de Libreville. Bonsoir, monseigneur. Bonsoir. Monseigneur Mike Steve Joktan, qui lui est le monseigneur des ministères Christ révélé aux nations. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Le révérend pasteur Zorobabel, qui est fondateur de l'église Jérusalem au Gabon. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Et puis j'ai Eric Simon Zué-Obian, qui est le président national de l'Union chrétienne des jeunes de l'église évangélique du Gabon. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Une fois de plus, bonsoir à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons discuter pendant environ 1h52 minutes plus précisément sur cette question. 3 parties dans cette émission. Nous allons d'abord faire ensemble l'autopsie de la situation des crimes rituels et de ce phénomène au Gabon. Dans la seconde partie, nous parlerons de l'impact spirituel de ce phénomène sur la société gabonaise. Et enfin, nous allons tenter ensemble de définir les pistes de solutions pour éradiquer ce phénomène qui constitue une gangrène pour la société gabonaise. Alors, pour commencer le débat, je le disais en préambule, le ministère de l'Intérieur avait d'abord refusé cette marche, Madame Djomba, que vous avez bien voulu organiser il y a plusieurs semaines déjà. Est-ce qu'on peut savoir quelle a été effectivement la réponse de l'avenue du Cointet? Bon, on peut dire que c'était un refus. Il est vrai que dans ce refus, lorsqu'on lit la lettre, ce n'est pas clairement expliqué. Mais on a fini par comprendre que le ministère de l'Intérieur nous amenait plutôt à faire des propositions au gouvernement sur ce qu'on souhaite par rapport à cette situation de crime rituel. Alors nous, ce n'est pas ce qui nous intéressait de faire. L'objet de notre lettre n'était pas d'adresser des recommandations au chef de l'État, c'était de marcher, de protester, parce qu'on a compris que les femmes doivent aujourd'hui, plus que jamais, où le pays traverse des moments difficiles, vraiment très 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 difficiles, ces mots, nous les connaissons. Il faut que la femme qui fait partie de la société gabonaise puisse elle aussi protester, parce que nous sommes les plus touchés par rapport à cette crise qui sévit notre pays, crise morale, crise spirituelle, crise financière, le chômage, les délestages, la santé qui est aujourd'hui un tournant très 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 négatif, parce que nous savons qu'aujourd'hui les erreurs et négligences médicales sont légion, et ils sont même comparables aux accidents de la circulation, tuent autant que les accidents de la circulation, tout simplement parce que nous savons que ces structures manquent
de beaucoup de choses et ces professionnels n'ont pas assez, pour certains, la qualification et pour d'autres, il manque assez de matériel. Alors, donc, les crimes rituels nous interpellent, les femmes, et nous avons compris qu'il est temps qu'on se lève. Et c'est à cela, pour nous, de démontrer aussi à la société gabonaise que nous ne sommes pas simplement faits pour danser, mais qu'on pouvait aussi poser des problèmes qui nous regardent. Alors, je vais rapidement donner la parole à tout le monde sur la question, le refus puis la volte-face du ministère de l'Intérieur sur cette demande introduite par le collectif des femmes contre le crime rituel. Monseigneur Patrick Nkémédou, quelle est votre appréciation de cela? Est-ce que finalement Jean-François Ndongo a mieux perçu la situation, ou alors il a été sous pression? Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire parce que je n'ai pas les éléments pour analyser les tenants et les aboutissants de la situation de réponse du ministre en charge de l'Intérieur. Et je pense que, pour moi, ce qui importe, c'est l'action pour dire non au crime rituel. C'est ce qui m'importe et c'est ce qui, pour moi, est majeur. C'est ce qui, pour moi, est majeur. M'avancer à interpréter un dossier que je ne maîtrise pas serait vraiment de l'aventure. Et ce serait de l'irresponsabilité de ma part. Voilà. Mais je dis, c'est une bonne chose qu'il y ait cette marche pour dire non. Et je scandaliserais même en disant, si un chien aujourd'hui dit marche contre les crimes rituels, je vais marcher. Un canard dit marche contre les crimes rituels, je vais marcher. Peu importe le support. Ce qui m'importe, c'est ce élément important, fondement de la vie. Parce que la vie, elle n'est pas à supprimer, elle est à préserver et elle dépend de Dieu. Révérend pasteur. Votre question, c'est... Je voudrais savoir comment vous appréciez, finalement, la volte-face du ministère de l'Intérieur. Bon, chez moi, c'est facile à comprendre. Je sais que le ministre de l'Intérieur ne pouvait pas dire oui, parce que pour lui, chaque fois que quelque chose vient de la société civile que nous connaissons tous, il voit une adversité. Il voit tout de suite l'adversité face au pouvoir en place. Il ne peut que refuser, qu'il a peur de tout. Donc, je sais le comprendre dans sa peur. Bien, moi, j'ai quand même certaines choses que je veux dire par rapport à cette question-là, parce que il me semble que c'est essentiel. Premièrement, les Gabonais n'attendaient pas de Sylvia Bongo qu'elle participe à une marche contre les crimes rituels. Sylvia Bongo partage l'oreiller avec celui qui a la capacité de mettre le système judiciaire du Gabon au service justement de la résorption du problème des crimes rituels. Donc c'est plutôt là que nous attendions Sylvia Bongo. À ce niveau-là, il n'y a pas de séparation de pouvoir? Ben, écoutez, on est dans un pays où la justice n'est pas libre. Et je suis bien placé pour le dire. Parce que j'en parle comme quelqu'un qui a été confronté à une justice aux ordres. Et d'ailleurs, je suis encore confronté à cette justice. C'est-à-dire, j'ai une épée de Damoclès qui continue à exister au-dessus de ma tête, parce que justement, la justice au Gabon n'est pas la justice. La deuxième chose, c'est que Sylvia Bongo aurait dû et aurait pu, au lieu de récupérer un phénomène de société aussi grave, pour en faire un objet de propagande politique, Sylvia Bongo aurait pu, lorsque l'association de femmes a fait la demande pour faire cette marche, elle aurait pu à ce moment-là user de son influence pour dire au ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre, c'est un problème qui est trop grave pour qu'on ne permette pas aux Gabonais de marcher.
Moi, j'ai lu la lettre que le ministre de l'Intérieur a adressée à ces femmes, puisque la lettre a été publiée, et je suis choqué des termes qui ont été utilisés par le ministre pour demander que la marche n'ait pas lieu. Et je suis choqué que le ministre n'ait pas considéré la liberté que les Gabonais ont de s'exprimer, et qu'il ait même voulu donner une orientation à un mouvement libre que les Gabonais ont décidé d'entreprendre. Parce qu'il leur dit, bon, mais écoutez, vous ne marcherez pas, mais si vous voulez, faites une motion que vous remettrez au président de la République, et le président de la République verra ce qu'il a envie d'en faire. Je trouve que c'est une usurpation d'autorité. Et c'est cette situation, en fait, qui est désolante et que nous vivons de plus en plus dans notre pays. Donc, pour me résumer, je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème avec les crimes rituels. C'est un problème qui concerne tous les Gabonais, mais ce n'est pas un problème qui doit être récupéré politiquement. Et puis, nous savons qu'il y a encore quelques semaines, le pouvoir au Gabon a dit qu'il n'y avait pas de crime rituel. Il me semble même que quelqu'un est passé à la télévision pour dire, du Premier ministre, pour dire qu'il n'y a pas de crime rituel, il n'y a que des crimes de sang. Nous en parlerons. Voilà. Donc, il y a un retournement de situation, et tout d'un coup, ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de crime rituel sont maintenant ceux qui en deviennent les plus grands activistes. Je dis ce mensonge, en fait, cette mascarade, pour moi, en tant qu'homme d'église, je trouve ça inacceptable. Monsieur le Président. Oui, je pense que ma position serait semblable à celle du monseigneur Patrick Nguémédou, tout simplement parce que je n'ai pas le contenu de cette lettre, malheureusement je ne l'ai pas lue. Tout de même, je pense que toute initiative qui participerait à résoudre ce problème, qui est un vrai fléau, serait certainement la bienvenue. Et personnellement, je soutiendrai cette initiative-là. Et je pense que le crime rituel, nous l'avons déjà dit, tous ici sommes unanimes dessus, c'est un fléau, c'est un problème de société. Il semble même que le Gabon soit en tête de ce problème. Et donc c'est grave. Vous voyez combien l'image du Gabon est froissée à l'extérieur et qu'il arrive que lorsqu'on n'a pas encore vécu la chose, qu'on ait l'impression que ça n'existe pas. Mais lorsque la chose vient à nous toucher, à nous frapper, on se rend compte de l'évidence. Et donc, ce que je veux dire, c'est que personnellement, je suis pour toute initiative qui viendrait aider à, n'est-ce pas, à booster les habitudes, qui viendrait aider à booster les comportements et à interpeller non seulement la communauté nationale, mais aussi internationale, parce que c'est à ce niveau que maintenant le combat se situe, à l'international. Pensez qu'aujourd'hui, lorsqu'on tue une petite fille dans une brousse, vraiment de manière violente, et c'est ça l'aberration. Il faut que ça soit un problème qui concerne l'international, qui concerne le monde, il faut que ce problème soit universel. Et je crois que c'est le mérite, parce que cette marche, je pense aussi, aura pour mérite quand même de révéler la chose. Le plus important, c'est que ça soit révélé au monde entier. Que peu importe maintenant, ça vient de qui, est-ce que ça vient du pouvoir, est-ce que ça vient de la société civile, mais le plus important, parce que même là, cette marche donne l'occasion à tous de pouvoir venir s'exprimer. Et c'est vrai que ce qui serait dommage, c'est de ne pas voir grand monde, parce qu'à chaque fois, on dit voilà, parce que comme on dit, je pense que dans tout ce qui nous arrive, avant de pointer du doigt à l'autre, il faut aussi d'abord se regarder soi-même. On a tous une part de responsabilité, parce que quand une telle chose se fait, sans que personne daigne lever un petit doigt, on est responsable, même si on n'est pas passé à l'acte. Notamment les hommes d'église. Notamment les églises. Ils sont restés dans un notamment les églises. Déconcertant peut-être pas, peut-être, on reviendra certainement sur ça. Il faut quand même reconnaître que... Je peux juste terminer. Oui. On reviendra sur ça. Les hommes d'église ne sont pas les principaux acteurs. Et ils ont eu à un moment donné à manifester. Vous vous souviendrez qu'il y a déjà eu 4 marches au Gabon. 4 marches. Et dans ces 4 marches, les femmes de l'église évangélique du Gabon y ont participé. Donc, c'est pour dire que les hommes d'église ne sont pas tus. Malheureusement, la petite voix, c'est-à-dire la voix de l'enfant qui pleure dans la brosse, n'est malheureusement pas entendue. J'essaie de lire déjà dans les pensées de Monseigneur Patrick Nguémédou. Il faut quand même reconnaître que ce refus a prouvé à la face du monde que notre gouvernement ne se préoccupe pas de cette situation aussi grave et lamentable pour tout le monde. Parce que le crime ne touche pas que les Gabonais, c'est au-delà du Gabon. Parce que la vie, elle est universelle.
on ne tue pas parce qu'on veut jouir d'un pouvoir ou d'un plaisir ou d'une force surnaturelle. La vie ne s'achète pas. Elle se donne et on doit la préserver. Donc le refus nous a démontré à tout le monde, d'où on a vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, l'occasion d'apprécier que le gouvernement gabonais ne se préoccupait pas tant de ce phénomène. Monseigneur Nguemedou. Je voudrais revenir sur la question du mutisme de l'Église ou des hommes d'Église. Je m'inscrirai en faux. Hein. Nous avons aussi une maladresse dans notre pays et dans notre manière de communiquer à mettre de la lumière sur certains événements, pour certaines paroles, alors que la conférence épiscopale de l'Église catholique a été la première en janvier à prendre une décision pour dire, à l'occasion de la fête des Saints Innocents, chaque mois de décembre, après Noël, il y aura une commémoration spéciale pour les crimes rituels. Il n'y en a pas. C'est la première décision. Et cette journée s'est commémorée pour la première fois. Et il y a eu une déclaration. Donc, en a-t-on fait écho? Pourquoi? L'Église en a-t-elle fait écho? L'Église en a fait écho. Dans toutes nos paroisses, nous avons lu les déclarations. Au mois de décembre, madame ne peut pas le démentir. Au mois de décembre, nous avions fait une journée, le 28 décembre, nous avions fait une procession du séminaire Saint-Jean à la cathédrale Sainte-Marie, et nous avions eu une célébration que j'ai présidée personnellement en présence de Monseigneur l'archevêque, qui a eu un mot par rapport à tout ce phénomène. Donc on ne peut pas dire. Hein, donc il faut qu'on arrête un peu de penser que bon, l'Église... Non, l'Église a son rôle. L'Église a son rôle, l'Église a sa parole. Hein. Nous avons un message prophétique, un message de libération, un message d'évangélisation, d'éducation. Mais ce n'est pas l'Église qui va pouvoir mettre les textes, hein, mettre un cadre juridique pour résorber ce problème. L'Église doit aussi arrêter un tout petit peu de communiquer uniquement au sein de ses paroisses. Il y a d'autres moyens de communication qui feraient en sorte de publier davantage les décisions et les initiatives que vous prenez. C'est sûr que il faut amplifier la communication. Exactement. Hein, je vous le conçois, autant pour moi. Il faut amplifier la communication, hein, mais cette communication, elle est déjà faite. Et puis, il faut savoir, hein, quelle que soit l'Église, l'Église n'est pas publicitaire. C'est cela aussi. Mais quand c'est un problème de société, oui, l'Église doit pouvoir prendre des initiatives pour montrer à la population, justement, au peuple qu'elle est derrière le peuple. Parce que le peuple est en train de pleurer. C'est pour ça que je parle de mutisme. Le peuple est en train de pleurer et l'Église se contente de parler dans les paroisses, dans les... Justement, mais c'est pourquoi je vous montre cet exemple concret. Depuis 4 ans, avec l'association de lutte contre les crimes rituels, plus de 4 ans même, hein, nous avions organisé des rencontres de réflexion avec l'aumônerie des universités et grandes écoles, parce que nous pensons que le milieu universitaire est aussi un milieu important. La journée internationale de la tolérance, qui se fait tous les 16 novembre, hein, pour amener à réfléchir sur ces questions. Ça s'est passé au séminaire Saint-Jean, hein, il y a plus de 4 ans. Il y a eu d'autres journées de sensibilisation à partir des médias, particulièrement l'Union, découpage de l'Union, avec tous ces phénomènes, pour amener à sensibiliser. Cela s'est fait aussi dans plusieurs de nos établissements, hein, pour montrer. Alors, donc, il y a un certain nombre d'actions, hein, que nous menons et que nous continuons à mener, aussi bien sur la question des crimes rituels, aussi bien sur la dépravation des mœurs, hein, et nous jouons notre rôle petitement, certes, parce que la société n'est pas qu'Église, hein, mais, et je vous ai donné l'exemple du cas concret récent, au mois de décembre. Au mois de décembre, il y a eu cette procession
pour dire non aux crimes rituels et pour prier pour les victimes et pour la conversion des commanditaires. C'est dire... Donc, ce sont des choses, mais ce ne sont pas des choses qu'il faut pouvoir négliger, mais il faut se dire, ce dont je suis d'accord, c'est que ce genre d'action devrait pouvoir se multiplier. Ce genre d'action devrait pouvoir prendre plus d'ampleur pour amener la confiance à s'éduquer. Exactement. Je voudrais pouvoir dire quelque chose à la suite de mon confrère et ami, monseigneur Patrick. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on déplace le débat. Et il faut qu'on pose les vraies questions pour pouvoir apporter les vraies réponses. D'abord, si l'Église doit dénoncer les crimes rituels, ce n'est pas seulement le rôle de l'Église, c'est aussi le rôle de toute la société de dénoncer les crimes rituels. Ça veut dire que les médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse télévisée, en fait, tous les acteurs de la société doivent être unanimes pour dire que nous ne voulons plus de crimes rituels au Gabon. Bon. Maintenant, quel est le problème avec les crimes rituels? D'abord, il y a le système de pensée qu'on a encouragé dans notre pays. Quelqu'un peut, toute sa vie, ne pas vouloir aller à l'école, ne pas vouloir s'instruire, parce que bon, on ne s'instruit pas qu'à l'école. Mais il est convaincu qu'en coupant la langue de quelqu'un, s'il méritait d'être manœuvre, il peut se retrouver ministre parce qu'il aura coupé la langue de quelqu'un. Parce qu'effectivement, on a vu ça dans notre pays. Ce qui se passe, c'est qu'on a un système qui n'est pas basé sur le mérite. Il faut que l'on fasse comprendre aux gens qu'ils n'auront que ce qu'ils méritent et que c'est comme ça que la société récompense ses enfants. Ensuite, le deuxième problème qui se pose, c'est que lorsque les crimes rituels sont commis, on ne punit pas ceux qui en sont les commanditaires. En fait, on a un système judiciaire au Gabon, on a un système politique, et c'est le seul dans le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Gabon aujourd'hui est stigmatisé mondialement, où on veut nous faire croire, oui, il y a des crimes rituels, mais il n'y a jamais de commanditaires. Et c'est pour ça qu'après toutes ces années, avec tous les crimes crapuleux, scandaleux, dont nous sommes tous témoins, et j'allais dire peut-être même victimes, parce que tous nous avons un parent, une nièce, en fait nous connaissons tous quelqu'un qui a été victime de cela. Eh bien, il n'y a personne de majeur qui a été arrêté. On constate aussi que le phénomène des crimes rituels augmente autour des périodes électorales, ou lorsque l'on annonce des futurs remaniements ministériels. Bon, on n'a pas besoin d'avoir fait de très grandes études pour comprendre que le phénomène des crimes rituels est certainement lié à la recherche ou à la quête du pouvoir ou du bien-être par des voies parallèles. Bon, c'est cela que le monde nous reproche, et je crois que ce sont là les vraies questions qu'on doit se poser. Et c'est pour ça que la marche que les femmes ont voulu faire, ce n'était pas une marche pour communiquer, parce qu'aujourd'hui, la question des crimes rituels au Gabon ne nécessite pas qu'on communique. Ce n'était pas une marche pour communiquer, c'était une marche pour se révolter, parce que le phénomène dure depuis trop longtemps, et pendant trop longtemps, il y a eu silence, et il y a eu opacité. Et donc on dit non, maintenant il faut lever le couvercle, il faut qu'on permette aux Gabonais de voir clair. Et si quelqu'un a commis des actes, qu'il soit sanctionné de façon adéquate, pour que plus personne au Gabon n'ait envie, n'ose se lancer dans cette direction-là. Je ne sais plus, j'entendais quelqu'un, un ami qui parlait comme cela, et qui disait qu'il a assisté à une conversation de très haute personnalité, dont un ministre, qui disait, mais si on ne peut plus faire les crimes rituels, mais comment est-ce qu'on deviendra puissant dans ce pays? Je dis, ce type de réflexion est extrêmement, c'est gravissime. Voilà. Moi, je voudrais d'abord qu'on ramène quand même le débat sur la définition même du crime rituel. Vous disiez tantôt qu'on allait aborder ce pan, mais je pense que c'est quand même judicieux de commencer par la définition. Parce que, comme vous le savez, il y a cela quelques semaines, on a battu en brèche qu'on ne devait pas nommer ce crime rituel. Il fallait parler de crime de sang. Mais on parle de crime rituel dès lors que, d'abord, qu'est-ce qu'un crime? Un crime, c'est tout acte répréhensible, puni par la loi,
dont la peine est afflictive ou infamante. Et c'est quoi un rituel? C'est un ensemble de règles. Dès lors que quelque chose devient une habitude, alors ça devient rituel. Et nous constatons effectivement qu'à chaque fois qu'il y a meurtre violent, bien sûr, il y a prélèvement systématique des organes, langue, les yeux, etc. Et surtout, troisième élément, c'est à but fétichiste. Et il n'y a pas que ça. Il y a certainement aussi une variété de crimes rituels. Nous avons non seulement ces meurtres de sang, ces assassinats qui font couler le sang, mais il y a aussi la profanation des tombes qui fait partie des crimes rituels. Il y a aussi des actes comme l'inceste sur nos parents. Et la question qu'il faut donc se poser, c'est de savoir qui est. Je suis d'accord que tout à l'heure, comme le disait Monseigneur, que c'est certainement à l'approche des élections, à l'approche des remaniements gouvernementaux que les choses... Mais ça semble simplement arrêter le phénomène ou alors stigmatiser une certaine classe de la société, alors qu'en réalité le problème est beaucoup plus profond que cela. Parce que si vous regardez, comment devient-on commanditaire d'un crime rituel? On commence par fréquenter d'abord les nganga, les cercles bizarres, hein, entre griffes. Et c'est au fur et à mesure, les charlatans, voilà, les charlatans, les magiciens, voilà. C'est au fur et à mesure, on commence par vous demander des sacrifices, et vous allez remarquer que c'est d'abord, le crime rituel, c'est un sacrifice humain. On commence d'abord par vous demander de sacrifier un mouton, on vous demande de sacrifier une somme d'argent, mais qu'est-ce qu'on va vous demander après? Et cela en fonction de vos besoins et en fonction de vos ambitions. Donc vous voyez que nous, quand on regarde bien, la société gabonaise est tellement organisé qu'il y a les potentiels commanditaires des crimes rituels sont plus nombreux que nous le croyons. Il n'y a pas que ceux qui sont aujourd'hui. Donc, pourquoi? C'est pour ça qu'il faut commencer à attaquer le problème dès la racine, à la base, parce que ça commence dans le comportement, dans nos familles. C'est là qu'il faut commencer. Pourquoi fréquenter les gangas? Pourquoi fréquenter les charlatans? Pourquoi? Parce que c'est avec ça qu'on finit par devenir commanditaire des crimes rituels. Pasteur Zorobabel, vous êtes assez silencieux depuis qu'on a commencé. Parce que j'ai un certain comportement, par moment, on me croit beaucoup bavard, mais j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup. Et en fait, c'est ce qui me permet des fois d'avancer certaines conclusions, certaines paroles qui sont souvent des fois un peu trop dramatiques, des fois à entendre. Donc je trouve que d'une part, avec tout ce qu'on a déjà dit, tout ce qui a été bien dit de part et d'autre, mais à mon avis, le problème est qu'il faut... Moi, je le dois directement. Je sais que le Gabon a vécu une période de paisible, de paix, une véritable paix, au début des années de l'indépendance. Et du régime Léonda, il y a eu un régime Omar. Et quand le régime Omar Bongo est arrivé, on a commencé à connaître les phénomènes de crimes rituels avec recrudescence. C'est pour cela que moi je dis, j'ai entendu un ministre un jour qui dit, c'est moi, je dis c'est moi, j'ai entendu un ministre qui dit un jour, mais si on ne mange pas les gens, comment sera-t-on puissant? Donc vous comprenez? Alors donc, quand il m'a vu, il a dit, oh, pourquoi tu dis ça? Tu ne vois pas derrière? Puis bon, il a donné un titre. Tu ne vois pas le prophète? Alors, voyez-vous, j'ai pu me rendre compte que Dieu m'a envoyé un peu ce jour-là aller à cet endroit, la présidence, où il attendait à l'audience de voir le président de défunt, que me dis donc, ces gens-là, c'est quoi ça? Alors, donc, ça s'est développé sous Omar. Donc, ça continue aujourd'hui sous Ali. Bon, en tout cas, moi je sais qu'Ali ne peut rien. Je suis clair dans mes propos, Ali ne peut pas éradiquer ce phénomène. Il l'a trouvé, et puis ça continue. Tout ce que nous pouvons attendre, nous, c'est dire clairement qu'il faut que ces régimes-là partent, qu'ils disparaissent, que Dieu fasse quelque chose qui disparaisse. Il faut qu'ils disparaissent, qu'ils quittent le pouvoir, c'est le cieux, parce que ce pouvoir ne peut pas éradiquer. Est-ce qu'il y a véritablement un lien politique avec cette situation que nous vivons aujourd'hui? Bien sûr. Ils ont mangé les prêtres à Anjolé. Donc, coupé en morceaux. Ils coupent les militaires, maintenant ils mangent les militaires. Bon, voilà où on en est. Les bébés, on mange le sexe, on mange le sexe des hommes. Bon, on mange un prêtre à l'époque, au temps de Léon Blanc. Mais vous voyez, c'était encore en Guinée. Mais c'était scandaleux. Un prêtre tout le temps, on a coupé. Mais après ça, c'est tous les Gabonais qui passent maintenant.
donc à la boucherie. Et puis nous, on va dire que ces messieurs-là doivent rester encore au pouvoir. Non. Je dis la seule chose, M. Ali, il ne peut pas. La seule chose, c'est qu'il doit démissionner, parce qu'il ne peut pas. Chez les Blancs, à ce niveau-là, alors, on demande la démission parce qu'il ne peut pas. La situation est donc celle que... Il le peut. Il nous dit s'il le peut demain. En ce moment-là, s'il le peut demain, excusez-moi, s'il le peut demain, c'est pour ça que je veux dire quand j'interviens, c'est des fois. S'il le peut demain, il assure le peuple gabonais. Il fait un discours à la nation. Il n'a pas resté silencieux. Il fait un discours à la nation. J'ai compris que le peuple entier, l'opinion nationale, il y a quelques semaines, quelques jours, on va dire, il y a eu une réunion d'urgence à la présidence de la République où le ministre de l'Intérieur, le procureur de la République et les commandants en chef des forces de sécurité, avec le président de la République, ont discuté sur cette question. Ça veut donc dire qu'il est intervenu là-dessus. Ça a donné quoi? Qu'est-ce que ça donne? Je pense que disons que c'est un début de... Excusez-moi. Le problème de quoi là? Discuter de quelle question? La question de l'insécurité qui prévaut. Hier encore une fille enlevée. Aujourd'hui une fille a pu fuir de la voiture. Et ils connaissent surtout le pouvoir qu'ont les commanditaires depuis 45 ans. Depuis 45 ans. Il est dit que depuis qu'il y a trop de contrôle, il paraîtrait, hein, ça va peut-être être confirmé, qu'il y a trop de disparitions dans des familles ouest-africaines. Depuis qu'il y a des contrôles? Oui, que beaucoup on les prend, on les ramasse parce qu'ils n'ont pas de pièces, mais ils ne reviennent plus à la maison. Est-ce qu'ils sont tués? Ce ne serait pas trop subjectif ce point de vue? Non, mais ça crie dans la rue. Et puis, je ne crois pas qu'il faudrait trop se baser sur la rumeur dans la rue. Il faudrait qu'il y ait des choses concrètes là-dessus. J'ai dit, monsieur Ali doit démissionner parce qu'il ne peut pas, il faut qu'il parle au peuple gabonais. Comme il dit au peuple que je ne peux pas, donc allez, je laisse le poste de président de la République. On va donner la parole au monseigneur. Moi, je voudrais répondre à ce que vous avez dit. Le problème des crimes rituels est trop sérieux pour qu'on apporte comme réponse des effets de com. Okay? Aujourd'hui, le problème des crimes rituels nécessite que les dossiers en cours, dans les différents tribunaux, à Libreville, à l'intérieur du pays, qu'on donne un coup de pied dans ces dossiers, qu'ils avancent et que le tribunal tranche, en fait, qu'on donne au tribunal l'ordre d'ouvrir, en fait, même pas de réouvrir, parce que ces dossiers sont déjà ouverts, mais qu'on donne l'ordre au tribunal de laisser les procédures avancer. De façon à ce que si les gens sont innocents, il y a une affaire actuellement qui concerne un sénateur. Je ne maîtrise pas totalement le dossier, mais les enquêteurs et les associations liées aux crimes rituels, qui combattent les crimes rituels, disent qu'il y a un faisceau de preuves, d'indices assez importants. Le monsieur a été inculpé, il n'a pas été arrêté de façon préventive. Bon, parce que c'est un grand quelqu'un, c'est un sénateur. Mais au moins, être inculpé et être condamné, ce n'est pas la même chose. Si il a commis des crimes rituels, il faut qu'il soit condamné. Si maintenant il ne les a pas commis et qu'il est capable de démontrer son innocence, mais je pense que pour cet homme, pour sa famille, pour ses enfants, c'est quand même bien qu'à un moment donné, que le doute soit levé. Mais je voudrais juste... Donc, moi, la réponse qui consiste à rassembler des personnalités et à faire un discours à la télévision, excusez-moi, en tant qu'homme d'église, ça ne me convainc pas. Ce n'est pas encore convaincant. Alors, monseigneur Patrick Ngemedou. Je voudrais dire ceci, à partir de l'exemple... Monsieur le Président, vous allez conclure pour cette première partie. À partir de l'exemple qu'il vient de donner, je crois que je peux dire félicitations au Sénat, au bureau du Sénat, parce que c'est aussi une première. Accepter, après tant de débats, même si nous n'avons pas toute la quintessence des débats au sein du Sénat, mais nous savons quand même qu'il y a eu des pour et des contre, avec des argumentations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on soit arrivé à dire, alors il va falloir aller clarifier cette affaire
on lève l'immunité. C'est déjà un pas important. Et il faut féliciter. Et si on peut arriver à poser de tels actes à d'autres niveaux, ce sera aussi un pas important. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la question de l'impunité est une question prépondérante. Donc, on a deux pendants. L'impunité, si on sanctionne avec l'exemple, ça donnera leçon aux autres. Ça donnera leçon. Et si on n'est pas coupable et que la procédure va jusqu'à terme et qu'on prouve cela, on donnera aussi leçon pour dire tout le monde peut pouvoir passer par ce chemin. Et ça va déjà donner quelque chose sur la question de l'impunité. Parce qu'aujourd'hui, on nous prend des exemples de ceci, de cela, de ceci, de cela, et puis finalement, on n'aboutit pas. Donc cette impunité semble donner comme un visage de complicité. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça, c'est le premier pendant par rapport à ce qui existe. Et l'autre pendant, le pendant de l'éducation, si on veut que la société gabonaise, pas demain, pas après-demain, mais dans 10 ans, dans une décennie, puisse pouvoir prendre des nouveaux comportements, il faut commencer à éduquer. Mais regardez ces petits enfants, ces jeunes, la facilité est en train d'emprisonner les enfants. Et cette facilité, mais on semble minimiser parce que c'est un enfant. Mais qu'est-ce qui amène à ces questions de recherche? C'est la facilité, le choix de la médiocrité. Hein? On met l'excellence à côté, on fait le choix de la médiocrité. Donc il faut pouvoir repenser l'éducation. Il faut repenser à la base. Et il faut pouvoir déjà éduquer et rééduquer la jeune génération, les jeunes, car ce sont ces jeunes-là qui seront les adultes et les décideurs de demain. Donc je pense que ces deux actions doivent aller ensemble. Lorsque l'Église parle tout à l'heure de féliciter le gouvernement. Non, je n'ai pas félicité le gouvernement. Je félicite le Sénat. Le bureau du Sénat pour l'action posée. Et ce n'est pas une contradiction. Vous ne pouvez pas dire vous n'êtes pas d'accord avec. Ce serait malhonnête. Non, c'est pas malhonnête, c'est-à-dire qu'on a perdu trop de temps pour tourner en rond. Peu importe, madame. Je dis, on perd trop de temps. Tout le temps qu'on vient nous faire des discours, tout le temps que vous venez un discours là, c'est plus un geste. Nous voulons maintenant des actions. Il faut bien que les actions commencent. Les gens meurent et des solutions ne sont pas. Je vais donner la parole à M. le Président pour trancher. Je vais juste terminer en disant ceci. Il y a un danger de pouvoir traiter ces choses avec émotion. Il ne faudrait pas, madame... Combien de temps ça dure? Non, attendez, justement... Combien de familles ont perdu? Madame, dans nos familles, comme l'a dit Monseigneur Maï, vous en avez, n'est-ce pas? J'en ai. Il en a. Mais j'ai perdu mon frère. Oui, mais j'ai perdu mon frère. Monseigneur, justement, vous l'avez dit. S'il vous plaît. Non, madame. S'il vous plaît. Le problème je pose pour vous réconcilier. Je suis d'accord. Il ne faudrait donc pas. Avec le fait de dire ça a duré. On a levé l'immunité et après. Non mais ça suffit. Enfin bref, moi je voudrais dire. L'Église s'est levée pour dire qu'il faut le faire. On va avancer. Moi je vais dire. C'est ce que nous pensons aujourd'hui. Moi je veux dire effectivement qu'il faut éviter de traiter. C'est un problème très sérieux. C'est un problème très sérieux. C'est autant, oui s'il vous plaît, autant on peut condamner, n'est-ce pas, ceux qui veulent venir traiter ces termes-là, ce fléau-là, avec des termes purement fantaisistes. On a vu, c'était d'une simple distraction que de vouloir venir justifier que il ne s'agissait pas des crimes rituels, qu'il était autre chose, c'était de la distraction. Autant aussi, il faut quand même reconnaître lorsqu'il y a un effort, parce qu'il faut bien commencer quelque part, premièrement. Et deuxièmement, je voudrais dire que, effectivement, si on a pu faire cela à ce sénateur, on pourrait aussi, et c'est ce que nous pouvons demander aujourd'hui au gouvernement, on peut aussi révoquer tous ceux qui sont soupçonnés
tout de suite, si vous êtes membre du gouvernement, on vous révoque de votre poste. Et vous restez d'abord comme ça. Vous attendez que l'enquête commence et peut se poursuivre. Parce que je suppose que ces journalistes, parce que c'est à ce niveau qu'il faut quand même louer l'effort des médias, notamment la presse écrite, qui sort des photos et des noms. Et malheureusement, dans les médias audiovisuels, on n'a jamais entendu un nom sortir. On montre les images, on fait des commentaires, mais pas de nom. Mais la presse écrite le fait. Et donc, dès lors que ces gens-là le font, ces professionnels font leur travail, ça veut dire qu'ils ont mené des enquêtes susceptibles de pouvoir prouver effectivement leur dire. Donc voilà ce que nous allons. Moi je comprends. En matière de temps, moi j'ai encore 1 minute. Oui, révérend pasteur. Allez-y, vous avez 1 minute. Juste la minute là, c'est pour dire qu'un seul exemple. À une époque, la secrétaire de l'ancien vice-premier ministre avait un enfant coupé dans la glacière des morts. Bon, la gendarmerie ne pouvait rien à la police parce que c'était un vice-premier ministre. Ce sont les cas là que nous avons jusqu'à présent. Donc vous voyez combien la difficulté est dans ce pouvoir de 45 ans d'arrêter les personnes. Parce que les personnalités sont connues. Je vous remercie. D'autre part, je voulais dire, il y a une marche. Il y a une marche parce qu'il n'y a pas que celle de Syria. Il y a une marche, donc samedi à 10h, nous avons appelé les Gabonais au rond-point de Zahara à 10h pour une courte marche. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je comprends bien le discours de Monseigneur Patrick, mais en même temps, je comprends bien aussi la colère de notre sœur Aminata. Il faut... Bon, ce que le Monseigneur Patrick constate, c'est que le Sénat veut apparemment s'attaquer au problème des crimes rituels. C'est pour ça qu'ils ont levé l'immunité. La sœur Aminata, elle dit que ce n'est pas suffisant. Parce que quand le Sénat a levé l'immunité, le sénateur en question, l'enquête n'a pas été beaucoup plus loin. Mais l'enquête se poursuit. L'enquête se poursuit, Monseigneur. On ne va pas prendre des sanctions comme ça. Est-ce qu'il est prouvé aujourd'hui que cette enquête a été clôturée déjà? Cette enquête, vous savez bien, peut durer plusieurs années. Voilà, nous ne connaissons pas encore les résultats. Tant qu'on n'a pas la preuve de ce qui est allégué. Est-ce que vous avez visité les prisons de Libreville pour savoir combien de gens sont en prison en attente pour des enquêtes qui n'ont même pas débuté? Non, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Combien de gens cette sont en enquête prison? a été diligentée, elle est en cours, elle n'est pas clôturée. Donc tant qu'on n'a pas encore la preuve de toutes les allégations qui sont faites autour de ce sénateur. En prison, c'est de la langue de bois qu'on fait. Aujourd'hui, en prison à Libreville, il y a des gens qui y sont sans que l'enquête n'ait même commencé. On est d'accord. Ils sont en prison. C'est des prévenus. Vous ne voulez tout de même pas qu'aujourd'hui ce sénateur soit déjà en prison. Mais il pourrait être placé en préventif parce que les faits qui lui sont reprochés sont extrêmement graves. Et qu'il n'y a aucun pays au monde où des faits de cette nature peuvent être reprochés sans que tu sois placé en préventive. Alors très bien, on va avancer dans la deuxième partie de cette émission. Quel est l'impact spirituel, et là je suis entouré d'hommes de Dieu, quel est l'impact spirituel de cette situation sur la société gabonaise? Je vais, Monseigneur Patrick. Quel peut être l'impact spirituel? Je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez dans l'impact spirituel, mais ce que je semble cerner essaiera d'amener cette réponse que je vais donner. Je veux dire que avec de telles situations, nous sommes dans un pays où, ce que j'aime dire, la nuit est plus longue que le jour. Décider de supprimer la vie, c'est décider de vouloir être l'auteur de la vie. Il n'y a que celui qui est auteur qui donne et qui prend. Ça veut dire que je décide d'être Dieu. Et c'est grave. Alors, je pense que à partir de là, dans nos espaces de prière, nous devons conscientiser à ne pas négliger ces phénomènes. Ce sont des phénomènes ténébreux, ce sont des phénomènes diaboliques qui avilissent l'être. Et puis, la mort n'est pas qu'une question physique. J'aimais mon prof de philosophie qui,
quand il allait à un deuil dans sa famille, bon, il riait. Il disait, oh, la raison est partie. Bon, il n'y a plus rien là. Mais quand il voyait un fou, il pleurait. Parce qu'il n'y avait plus possibilité. Quelle raison qui se gaspille, hein? Je pense qu'il est important que l'on puisse pouvoir prendre conscience que ce dont on est en train de parler, c'est quand même au centre de notre existence, la vie. Le Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Entrer en contradiction avec cela, c'est construire un monde satanique. Voilà ce que je peux dire dans mon entendement de votre question. Je ne prends que le relais. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde satanique au Gabon, luciférique, diabolique. Au Gabon, le régime politique gabonais de 45 ans est satanique, diabolique. Et donc il y a ces crimes rituels? Il y a des crimes rituels qui sont couverts et des hommes politiques qui sont les auteurs sont connus commanditaires, qui sont en fonction, ils sont au travail. C'est pour ça que moi j'ai été simple, je dis, c'est tellement grave. En plus, il y a un phénomène de cooptation. Que dans ces sectes sataniques, ils cooptent les étudiants, ils cooptent tout le monde, ils empêchent même les gens de continuer le travail s'ils ne font pas des leurs, ils le mettent à la porte. J'en reçois à l'église des jeunes gens des sociétés avec leur bagage intellectuel qu'on débauche parce qu'ils disent on ne le voit pas, on vous a appelé, vous ne venez pas. Donc cette affaire est devenue très dangereuse. C'est pour ça que je ne suis pas allé très loin. Je dis, M. Ali, le président de la République, hein, en plus qu'il n'a pas été élu, il est autoproclamé par ceux qui l'ont proclamé, il n'est pas capable de diriger le pays. Où il prend les mesures pour dire ces crimes rituels, trop c'est trop, il montre qu'il est président de la République, il met tous ces gens-là, dans 10 jours, il les met en tôle. Pour moi, si dans 10 jours, il les met pas en tôle, qu'il démissionne. Les Blancs le font, qu'ils soient courageux. Voilà. Moi, je pense que, comme tout fléau, les crimes rituels causent une psychose dans notre société. Et cette psychose a comme pour conséquence comment dire, l'avilissement du peuple de Dieu. Pour parler comme vraiment en chrétien, l'avilissement du peuple de Dieu. Comment cet avilissement se vit-il? Il se vit par le fait que vous allez voir que lorsque vous avez perdu votre parent, dans des situations douteuses, vous êtes obligé, et ça s'observe, et là c'est le philosophe que je suis qui parle, ça s'observe, vous êtes obligé d'aller chercher des raisons de cette mort à gauche et à droite, et parfois pour vous venger. Et du coup, vous avez ceci comme conséquence vraiment fâcheuse. Les mêmes qui vont fréquenter les temples d'église, ce sont les mêmes qui vont fréquenter ces temples sataniques, pour employer l'expression en vogue. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez combien est-ce que ceux qui sont censés représenter la valeur, le bien sur terre, peuvent être amenés à un moment donné à être, comment dire, assujettis à des principes, au vice, devrais-je dire. Et donc, c'est un problème extrêmement dangereux parce que c'est toute la société. Et vous savez qu'au Gabon, les chrétiens représentent 97%. 97%. En principe, dans une société où les chrétiens sont à 97%, ça devrait être une société paisible. Comment donc comprendre que... C'est donc les chrétiens eux-mêmes qui... Alors, quelle est la est-ce différence? que le Gabon, finalement, se retrouve dans les raies du destin, Madame Ondo? Par rapport déjà aux églises, j'allais dire quelque chose. Mais quelle est la différence entre les chrétiens du Gabon et l'histoire de la Bible que nous lisons et ce que nous vivons aujourd'hui, et les chrétiens d'hier? Mais le chrétien, c'est quelqu'un qui est un modèle de la société. C'est quelqu'un qui doit être plus proche de l'opprimé. Et nous avons vu, lorsqu'on lit la Bible, que les hommes d'église étaient plus proches du peuple que ceux qui gouvernaient. Nous ne le pensons pas au Gabon. Nous ne le pensons pas parce que ça ne se fait pas concrètement, ça ne se matérialise pas. Nous souffrons. Non, le chrétien c'est celui qui dénonce quand même. Le chrétien c'est celui qui doit être un avant-gardiste, comme on dit, qui devait prévenir le mal, qui doit trouver des solutions pour guérir ce mal. Or, nous avons vu dans les journaux, lorsque l'Église catholique, là j'en reviens quand même pour reconnaître, mais on a bien vilipendé l'Église catholique un moment parce qu'elle osait poser des problèmes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de l'Église catholique? Les politiques, mais on a
l'impression que lorsqu'on compte sur votre tête, vous baissez la garde. Nous disons non. On a compris que l'Église aujourd'hui, par rapport au crime rituel, ne joue pas complètement son rôle. Puisqu'on a vu cette même Église. Non, nous dit, qu'est-ce qu'elle devrait faire? L'Église devrait, avec ceux qui souffrent, je crois que ça va aller dans les esquisses de solutions. Monseigneur Mike Joktan. Oui, moi je voulais dire que je pleure sur le Gabon. Et il y a quelques semaines, je faisais un service de Sainte-Seine. Et vraiment, je ne l'avais pas prévu, pas programmé, mais pendant que je faisais le service, j'ai renversé le vin. Et j'ai parlé en disant que le sang de Jésus se joint au sang des victimes pour crier vengeance. Parce que la Bible est claire, la vie est dans le sang. Et la Bible nous dit que le sang parle. Okay? Le sang d'Abel parlait, criait devant Dieu. Bon, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, on nous parle de tous ces martyrs qui sont devant Dieu. Devant Dieu, en fait devant le trône. Parce que en ce qui concerne le trône, il y a ceux qui sont devant le trône, il y a ceux qui sont derrière le trône, et il y a ceux qui sont loin du trône. Mais la Bible dit que ceux qui sont devant le trône, ce sont les martyrs. Et ils disent à Dieu, jusqu'à quand l'impunité? À quand la vengeance? À quand la rétribution? Vous savez que quand Dieu a voulu punir l'homme pour le péché originel, Dieu a parlé à la terre. Et la terre a perdu sa fertilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'homme travaille à la sueur de son front. Et quand nous versons le sang des innocents sur le sol gabonais, nous maudissons la terre. Et donc nous allons léguer aux générations futures une terre qui va les combattre. La Bible dit, si vous êtes obéissants et bien disposés. En d'autres termes, quand Dieu est content de vous, la Bible dit, il dispose toutes choses. En fait, il vous nourrit des meilleurs fruits. Vous croyez, vous bénéficiez de la du bénédiction. pays. Donc voilà, la conséquence des crimes rituels, c'est l'appauvrissement de notre pays. Oui. La conséquence des crimes rituels, oui, c'est l'enténèbrement de notre pays. Voilà Nous pourquoi. isolons l'impact spirituel de ces crimes. Voilà c'est bien pourquoi. cela. Oui, je parle en théologien. Exactement. Voilà pourquoi le phénomène des crimes rituels est inacceptable et qu'il doit s'arrêter. Et les hommes d'église, en dehors des hommes d'église, parce que bon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord quand on veut jeter la pierre sur l'église, parce que cette question-là est de la responsabilité de toutes les bonnes volontés. C'est clair que l'église a un rôle d'éducation, c'est clair. C'est clair que l'église est là pour tracer la ligne de démarcation entre le bien et le mal. L'église doit définir ce qui est bien, ce qui est mal. Oui, nous le faisons. Nous le faisons dans nos églises. Vous n'êtes pas tous les jours dans nos églises. Pour compléter, à condition que l'État veuille effectivement écouter l'Église. Parce que dans toutes les sociétés où ces phénomènes, vraiment Monseigneur, pour compléter, tout ce que vous dites est tellement vrai que lorsque vous regardez un peu l'histoire de l'Europe, regardez un peu la France, beaucoup sont morts parce que soupçonnés de pratiques de sorcellerie. Pratiquer Jeanne d'Arc par exemple, quand bien même c'était à tort. Mais elle est morte dans ces conditions-là. Ça veut dire que l'Europe a eu le temps de balayer, de nettoyer. Et c'est pour ça qu'il faut que nous arrivions à cette étape-là. Il faut nettoyer la société. Et le nettoiement passe par le courage. Il faut que les pouvoirs publics soient courageux, et le pasteur a raison. À un moment donné, il faut bien que nous ayons de la force de pouvoir combattre. Donc l'État qui doit nettoyer la société. Lorsque vous demandez à ce peuple, tous les Gabonais, fait tout le monde, oui. c'est que il ne faudrait pas sous-estimer, parce que dans ce phénomène, mais on voit celui qui a fait la commande des pièces détachées, comme on dit, mais celui qui a posé l'acte, il n'est pas moins punissable que celui qui a fait la commande. Et le féticheur. Et celui qui a dit que pour que tu montes, il faut tel chemin, il n'est non plus moins punissable. Donc, toute une chaîne. Cette chaîne doit être démantelée et tous les acteurs de cette chaîne doivent être sanctionnés. Alors, il nous reste et quelques puis, minutes. il faut dire, comme le disait Monseigneur Mike, il ne faudrait pas avoir un regard sur une catégorie. Il faudrait, si on veut résorber ce phénomène, c'est
tout le monde qui devrait prendre conscience, du plus petit au plus grand. Tout le monde devrait prendre conscience. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'avec ce phénomène, les uns et les autres commencent à avoir peur. Et un peuple qui a peur est un peuple qui devient non fécond, un peuple qui se meurt. Et donc, alors, risque de mourir. Oui, Pasteur. je voulais juste ajouter, toujours dans le sens que je poursuis depuis le début, et c'est que nous avons affaire à une secte qui a été mise en place pour diriger ce pays, qui n'a que des relais. Et cette secte dit, si on ne mange pas les gens, si on ne boit pas le sang, ils disent même, un jour je les ai surpris en train de dire, dans leur causerie accidentelle, et bon, écoutez, leur Seigneur Jésus a dit, il faut manger le chrétien, il faut boire son sang. Nous le faisons. Comment ils se plaignent? Ce sont des gens de toute l'église aujourd'hui. Moi, je dis, toute l'église doit savoir qu'ils sont perdus. Ils sont perdus. Il ne faut pas qu'ils perdent tout un pays. Ils doivent disparaître du pouvoir. Alors, il nous reste quelques minutes. Réaction? Oui, nous disons. Avant d'aller à la dernière partie, on va la traiter en quelques 7 minutes parce que nous avons pris beaucoup de temps dans la première partie. Par rapport à cette gravité, parce qu'il faut parler du collectif, des actions du collectif. Tout à l'heure, l'homme d'église a parlé de la peur. Mais la peur s'est installée, ça fait plus de 45 ans. Et nous sommes décidés aujourd'hui, nous les femmes, à travers le collectif, non seulement de la thématique des crimes rituels, d'autres thématiques, la pauvreté, l'impunité, tout ce que nous vivons, de marcher, de protester chaque fois qu'un problème va se poser dans notre pays pour qu'enfin on brise la peur, pour qu'enfin ce gouvernement sache qu'il dirige des hommes et non des animaux. Parce qu'on a l'impression qu'on peut tout nous imposer sans qu'on ne dise rien, qu'on peut tout nous dire sans qu'on ne dise rien. Maintenant, cette gouvernance ancienne doit finir à partir du 11, parce qu'à partir du 11, nous, le peuple, nous disons bien le peuple, parce qu'il y a 2 marches. Il y a la marche de la com faite par l'épouse du chef de l'État et la marche du peuple, c'est-à-dire des femmes. Nous invitons donc ce peuple qui souffre, qui vit dans la misère, dans l'impunité, qui souffre de tous les maux aujourd'hui traduits par notre société, cette société qui devrait, comme l'a si bien expliqué les conséquences par Monseigneur Djoktan, de sortir de cette léthargie et dire que ça suffit comme ça. Voilà pourquoi nous avons décidé, à partir du 11, nous invitons tout le monde, non pas à la marche de la com, mais à la marche du peuple, parce que c'est ce peuple qui vit dans l'insécurité. Le 11 à Nzéayon à partir de 10h. Alors, donc on comprend bien qu'il y aura 2 marches le 11 mai, donc demain, 11 mai, donc demain à Libreville. Oui. Une première marche qui démarrera au rond-point de Nzéayon et celle de l'épouse du chef de l'État, Sylvia Bogo-Ondima, qui elle aussi démarrera dans le 1er arrondissement de Libreville, donc au rond-point de la démocratie. Nous irons voir comment ces 2 marches vont... Mais pourquoi ces 2 marches ne peuvent-elles pas être enfin réconciliées? Pourquoi Mais justement parce que c'est nous qui avons demandé la marche. Ce sont les femmes qui ont souhaité marcher. On a souhaité marcher le 13. Et si l'épouse du chef de l'État, en tant que mère, femme... Elle vous a fait un coup de pouce? Elle nous a fait un coup de pouce en faisant quoi? En demandant au ministère d'autoriser la marche. Ah, donc, parce que le ministère de l'Intérieur, pour lui, pour le gouvernement, les crimes rituels, ce n'est pas un problème important. Vraiment, ce n'est pas important. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense sincèrement que le débat n'est pas... Et nous attendons que l'Église catholique et les autres églises viennent marcher avec nous. Ce qui est sûr, c'est que c'est inutile qu'on puisse pouvoir entrer dans une dynamique. Parce que quand on parle de marche de la Première Dame, je ne rentre pas trop dans cette logique. Hein? Pourquoi? Parce que la Première Dame n'a pas appelé à une marche. Hein? Il y a un certain nombre, de ce que je sais, un certain nombre d'associations, parmi lesquelles l'ALCR, hein, qui ont fait une démarche. Et à cette démarche, ils ont invité des responsables de confessions religieuses et d'associations. Parmi lesquelles l'Église catholique, donc, il ne faudrait pas... Il faudrait...
je pense que, vous savez, la diversité, je suis quelqu'un de la diversité. S'il vous plaît, madame, je suis quelqu'un de la diversité. Hein. S'il y a 1000 marches, je dis oui. L'Église catholique marchera-t-elle avec ce n'est pas une question de l'Église catholique. Tout le monde est invité à dire non au crime rituel. Si des gens veulent organiser des non contre le crime rituel, mais c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse mettre un qualificatif marche de la première dame. Je dis non, je ne m'inscris pas là-dedans parce qu'elle n'a pas fait une marche. C'est l'AICR. Nous invitons également l'Église catholique de venir marcher avec nous. Nous allons tout droit dans la troisième partie de cette émission, Monseigneur. Troisième partie de cette émission. Quelles sont les pistes de solutions que l'on peut esquisser là maintenant pour éradiquer ce phénomène une fois pour toutes au Gabon? Pour nous les femmes, le peuple, la première piste, elle a été déjà dite, il faut livrer les commanditaires à la justice. Parce que la psychose est là. On ne peut pas continuer à vivre dans la peur et dans l'impunité. Ça, on ne peut plus l'accepter. Il faut que les commanditaires, ces noms qui sont cités, vous voyez le crime récemment en Djolé, mais c'est flagrant. Mais des gens qui tuent, les noms sont là, même l'enquête. L'enquête, le minimum ne peut pas être bien éclairé. Nous disons que tous ceux qui sont cités dans les crimes rituels doivent comparaître. Madame Djoba, vous avez les noms? Mais les noms sont là. Les journaux, on les lit. Donc, nous lisons les journaux. Vous avez des noms, vous? Mais non, mais il y a tellement de noms. D'accord. Mais nous savons, je dirais pas en Mouila. Je vais vous donner un conseil. Il n'y a pas de conseil à donner par rapport à cela. Nous disons, laissez-moi aller un peu dans ma logique. Nous disons, il y a d'abord ça. Si vous dites, moi, je serais d'avis. Je le fais sur un autre domaine, sur la dépravation des mœurs. Parce qu'il faut arrêter à investiguer d'autres. Il faut se faire acteur. Maintenant, c'est un phénomène, c'est un problème public. Vous pouvez vous constituer comme partie civile et porter plainte. Vous pouvez le faire. Je le fais avec notre organisation sur la question des dépravations des mœurs. Et des choses sont en train d'avancer. Aujourd'hui, nous avons une coordination nationale qui fait le tour. Et nous avons dit, on va donner l'exemple dans nos établissements, dans notre milieu. Donc, il ne faudrait pas toujours attendre les autres, il faut donner à la... Non. Ne venez pas nous donner des leçons ici. Nous savons que dans notre pays, tout ce qui a été initié, on a tout fait, rien n'est décidé. On n'a pas de leçons à recevoir ici. Et nous attendons des leçons de l'Église pour se lever à côté du pauvre. Le révérend pasteur a la parole. Monseigneur, le révérend pasteur a la parole. Il faut poser des actes. Nous les posons justement. Est-ce de solution? La solution, elle est simple. Au pays des Blancs qui nous ont colonisés, quand on arrive là où nous sommes, l'incapacité que le pouvoir en place est incapable de faire son travail constitutionnel. Nous avons vécu un phénomène. J'ai crié un jour à la télévision que M. Ali a prêté serment dans une secte. Il doit donc prêter serment aussi dans toutes les religiosités gabonaises. Il ne le fait pas jusque-là. Donc, nous connaissons la cassette, il a prêté serment. Ça, c'est pas. Pourquoi? Mais quand nous avons un phénomène d'impunité, alors je dis qu'il doit démissionner. C'est la seule chose. Parce que, il faut qu'on soit sérieux. Ceux qui vont écouter ce que nous disons, je suis en train de dire, savent que c'est la vérité. Ils ne peuvent pas gouverner notre pays parce qu'ils ne peuvent pas éradiquer un tel phénomène. Et il n'est pas le seul. Il y a l'autre génocide économique. Et celui-là, qui est vraiment crucial, qui est un crime contre l'humanité. Vous voyez, on a honte à l'international aujourd'hui. Nous avons honte. Il s'agit que c'est sa photo. C'est lui qui est au pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, au Gabon, qui est le président à l'heure actuelle? M. Ali Bongo. Est-ce que M. Ali Bongo peut éradiquer, attraper des personnes qui sont citées dans tous ces dossiers, qui sont des hommes politiques, qui sont des commanditaires? C'est connu. Est-ce qu'il peut les arrêter? C'est arrêter pratiquement une grande partie de ceux qui gouvernent le pays. Donc, il ne peut pas, il démissionne. C'est ma position, il démissionne. Monseigneur. Ça c'est dit ailleurs, il démissionne. Monseigneur. Déjà, je veux revenir sur la question des deux marches. Moi, je crois qu'on devrait... moi, personnellement, Mike Joktan, je n'irai pas
à la marche sponsorisée à coût de dizaines de millions, par Sylvia Bongo. Je n'irai pas parce que je considère que le rôle de Sylvia Bongo, ce n'est pas d'influencer les décisions du ministre, elle n'a pas un statut qui le lui permette. Le rôle de Sylvia Bongo, c'est de parler à son mari et de lui dire, sur l'oreiller, de bien faire pour le Gabon. Ensuite, je considère que l'intrusion de Sylvia Bongo, qui est devenue activiste contre les crimes rituels, que son mari déniait quelque temps auparavant, cet activisme est suspect, ça ressemble à de la récupération. Je vous pose une question. Est-ce que Sylvia Bongo Ndimba marche contre les crimes rituels ou elle marche contre les crimes de sang? En fait, j'en sais rien. Mais la question pour moi, je ne la pose pas. Ce que je dis simplement, c'est que la marche contre les crimes rituels, c'est la révolte du peuple. Personne ne doit se l'approprier. Personne ne doit en faire un fonds de commerce politique. C'est cela que je reproche à cette marche qui est organisée le 11. Personnellement, je n'irai pas. Et je demande à toutes les personnes qui ont les yeux ouverts de ne pas y aller. Par contre, il y a une deuxième marche qui est celle du peuple, qui va partir à partir de Zerayong à 10h au rond-point de Zerayong. Ce sont ceux-là qui sont les premiers initiateurs de cette marche. Si les gens veulent s'exprimer contre les crimes rituels, je pense que l'endroit le meilleur et non politisé, c'est celui-là. C'est certainement de ce côté-là qu'il faudrait aller. Je termine en disant, pour répondre à la question des solutions, puisque apparemment le Gabon n'est pas capable de traduire devant les tribunaux tous les acteurs, il a été proposé, et on en parle de plus en plus avec des amis à l'extérieur, de porter ces cas qui sont connus, de les porter devant des cours à l'international. Il paraît que ça a commencé, que c'est en cours, et je pense que c'est déjà, en fait, ça pourrait être un début de solution et une porte de sortie. Bien, je pense qu'il faut commencer par d'abord préciser que les églises, le rôle des églises, c'est de concilier et non de diviser. Et c'est pour ça que je suis contre les deux marches. Vraiment, je le dis clairement. Je suis pour qu'il y ait une marche. Tous ceux qui sont contre doivent pouvoir se retrouver avec, puisque officiellement la marche qui a été autorisée, c'est celle du rond-point de la démocratie. Elle a été autorisée, peu importe pour quelle raison, peu importe qui est derrière. Je pense que les antagonismes ne sont pas du tout bien. Quand il s'agit de défendre une cause. Parce que là, à ce moment-là, autant, s'il vous plaît, on peut soupçonner X de récupération politique, autant on peut aussi soupçonner Y de récupération politique. Donc il faut éviter cela. Deuxièmement, je pense que il faut que le peuple évite de tomber dans la résignation. Parce qu'il n'y a pas pire sentiment que la résignation. On va encore faire comment? Et ça, c'est un problème gabonais. Et jusqu'au point où, lorsque vous réussissez dans votre famille, vous êtes taxé tout de suite d'appartenir à un secte. Comme si le mérite ne pouvant plus être vraiment activé dans notre pays. Vous voyez, c'est extrêmement dangereux. Solution, je pense que, premièrement, il faut commencer par vraiment le renforcement d'un état de droit. Parce que nous ne pouvons pas attendre que nos problèmes soient résolus par ailleurs ou ailleurs, à l'extérieur. C'est au Gabon. Et deuxièmement, je pense que c'est très important, il faut éviter que ce soit le peuple qui prenne les devants. Et c'est à ce niveau que je vais un peu compléter ou déformer un peu ce que le père Monseigneur Patrick disait tout à l'heure. Je pense qu'il n'appartient pas au peuple entier de se réformer, de prendre les dispositions nécessaires. Mais il appartient à la tête, à la proue, qui est l'État. Dans tous les pays, s'il vous plaît, le peuple est souverain, je suis d'accord, mais c'est dangereux quand c'est le peuple qui agit. Et nous ne voulons pas arriver, s'il vous plaît, nous ne voulons pas arriver à cette étape où c'est maintenant le peuple, parce que quand c'est le peuple qui prend, c'est le désordre qui s'installe avant la reconstruction. Nous ne sommes pas pour cette solution-là, nous sommes pour que l'État prenne conscience de ses devoirs. Et donc l'État, et c'est ici le lieu pour nous de dire avec force et vigueur qu'il faut éviter que ce soit le peuple, quand bien même. Comme je le disais, vous savez...
Non, mais justement, l'État doit Voilà, pouvoir jouer son je crois que nous avons largement dépassé le temps qui nous était imparti pour la réalisation de cette émission, 52 minutes. Le réalisateur me laisse entendre qu'on a dépassé de plus de 10 minutes déjà. Je suis obligé donc de couper l'émission. Je vais remercier mes invités, mes illustres invités de ce soir, le Monseigneur Patrick Nguémédou, qui est vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, le Monseigneur Maxime Joktan, qui est premier responsable des ministères Christ révélé aux nations, le révérend pasteur Zorobabel, premier responsable de l'église Jérusalem, le président de l'Union des jeunes chrétiens, voilà, de l'église évangélique du Gabon, et madame Djambo Epouzondo, qui est membre du collectif des femmes contre les crimes rituels. Rendez-vous donc très prochainement. Sachez que demain va se dérouler à Libreville cette grosse manifestation, la marche contre les crimes rituels au Gabon. Merci à vous d'être restés nombreux devant votre petit écran. À tout prochainement.